Écoutez Trump qui lui dit, il parle un peu, il le faisait pas avant, il parle au nom du monde libre de plus en plus, en disant moi comme Reagan, comme certains de mes prédécesseurs, il faut que je sois fort même pour vous, il vaut mieux que je sois fort et c'est dans votre intérêt aussi. D'abord il parle du Canada, il dit nous payons des centaines de milliards de dollars pour subventionner le Canada. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Nous n'avons besoin de rien de ce qu'ils ont. Sans ces subventions massives, le Canada cesse d'exister en tant que pays viable. Mais il continue. Le Canada devrait devenir notre 51e État bien-aimé, des impôts beaucoup moins élevés et une bien meilleure protection militaire pour le peuple canadien et pas de droits de douane. Là, il revient toujours, mais moi, je vais protéger. Et il commence à parler de plus en plus de monde libre. Monde libre, mais américain, quoi, quand même. Oui, il y a les accents réganiens. Au passage, je rappellera que Reagan parlait de l'image de Trump en France, notamment. Reagan, ses débuts, était en France très contesté, très critiqué. Bon, finalement, il va laisser son nom à un porte-avions, ce qui est la consécration suprême aux États-Unis. Certainement, Trump imite d'une certaine façon Reagan, consciemment ou non, sûrement consciemment d'ailleurs, il imite très, très clairement, il veut laisser une trace dans l'histoire de cette façon. Maintenant, oui, leader du monde libre, d'accord, mais pas en annexant ses voisins, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Une contradiction. Oui, non, mais bien sûr, il y a une énorme contradiction quand même. Il parle pas comme Reagan. Je pense que Reagan se retournerait dans sa tombe s'il voyait Trump. Il parle comme Poutine, parce que quand il dit je vais faire du Canada le 51e État, qui est-ce qui est en train d'essayer de faire de l'Ukraine le 51e État? C'est ce à quoi tout le monde pense. C'est ce qu'on disait. Ils ne portent pas le même maillot, mais ils ont la même passion, Trump et Poutine, celle de l'expansion territoriale. Ce qui est intéressant dans ce message, c'est qu'il révèle aussi quand même dans une certaine mesure le fond de sa pensée. Donc il répond à ma question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il fait des droits de douane ? Parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir subventionner son budget, qui est basé notamment sur une diminution de la fiscalité. Donc je vais baisser les impôts et je vais faire payer les Canadiens et les Mexicains pour mes baisses d'impôts. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est qu'en ce moment, et on le sent beaucoup dans les gens qui sont autour de Donald Trump et dans la bouche du principal intéressé, il y a quand même un moment d'hubris colossal. Je pense qu'on a du mal de ce côté-ci de l'Atlantique de percevoir quand même les restes de sidération d'abord qu'il y a dans le camp des démocrates qui se disent mais Trump n'est vraiment pas un accident de l'histoire. L'accident de l'histoire, c'était Barack Obama. Trump, c'est quelque chose de profond. C'est une lame de fond, c'est un mélange de populisme, de nationalisme, et ça, c'est pas évident de le comprendre, de le décrypter, d'en comprendre les sources. Il faut remonter à 2008, la crise des subprimes, parce que c'est quelque chose, c'est une haine de l'élite, et notamment de l'élite financière, qui est profondément ancrée chez lui et chez ses électeurs. Est-ce qu'on a sous-estimé son projet ? Souvenez-vous, dans l'affaire du Groenland, au début, beaucoup ont dit « Oh là là, il est cinglé, il est zozo, il est ça ». Et puis petit à petit, on voit que c'est construit, et on voit que de l'autre, ici en Europe, les gens commencent à entrer dans son jeu. Rutte, celui de la photo de tout à l'heure, il est maintenant quand même secrétaire général de l'OTAN, donc il est une pièce tout à fait décisive du dispositif. Lorsqu'il s'agit de défense dans l'Arctique, Trump a raison. Nous devons tous travailler ensemble pour protéger ces zones, et il redit, et Trump a raison quand même. Rutte, c'est vraiment le pilier, un des piliers de l'Europe. C'est pas que pour plaire à Trump. Il y a là quand même l'idée que l'argumentaire de Trump n'est pas tout à fait inintéressant, Guillaume. On sait que cette zone est une zone qui est très contestée. On sait que il y a des puissances hostiles qui s'y rencontrent. Les Chinois. Géographiquement, c'est les Chinois, notamment. Invités par les Russes, oui, c'est comme ça que ça se passe. Les Chinois, les Russes, l'OTAN, tout ça, ça fait beaucoup. Puis vous avez un territoire qui est un peu particulier parce que le Groenland, on dit que c'est le Danemark, c'est vrai, mais c'est pas un département, c'est pas comme l'île-et-Vilaine pour la France, quoi. C'est un territoire autonome depuis 1979, et les Groenlandais, qui sont d'ailleurs pas forcément mécontents de ce qui se passe, parce que comme ça, on les écoute, et le Danemark fait beaucoup plus attention à eux. Ils demandent de plus en plus d'éléments d'autonomie, et donc ils peuvent essayer de jouer Trump contre le gouvernement danois, en disant aux Danois, si vous nous donnez pas tel ou tel avantage. Ils sont pas très nombreux, ils sont 57 000, donc ça coûtera pas très cher. On peut peut-être écouter et porter une oreille attentive à ce que nous dit Trump. Donc le truc est pas aussi grotesque entre guillemets
qu'il y paraît forcément. Séquence tout à fait saisissante tout à l'heure sur notre antenne. Thierry Breton arrive, il connaît ses chiffres, hein. Il prend sa calculette et il dit oui, effectivement, Trump, les Américains ont peut-être déjà en tête d'acheter le Groenland et ils ont peut-être déjà des chiffres. Et il y a des précédents. Et ça remonte là aussi à l'histoire. Alors comme vous, hein, les îles Vierges. Ils font remonter loin. La Louisiane, achetée à Napoléon, c'est en 1803. Regardez la carte. 15 millions de dollars de l'époque. Alors c'est très intéressant, il y a toutes sortes de convertisseurs qui existent pour convertir. C'est très compliqué parce que... On aurait dû le garder pour le vendre aujourd'hui en fait. Voilà. Ça oui, pour le déficit. Ah oui, bah oui. Oui. Alors les chiffres, ça c'est les chiffres de l'époque. Hein. La Louisiane est donc achetée à Napoléon, 1803, 15 millions de dollars. Je crois que c'est 80 millions de francs de l'époque, de francs napoléoniens. Il y a des convertisseurs qui disent que c'est à peu près l'équivalent de 420 millions d'aujourd'hui. En fait, ce serait beaucoup plus parce que la valeur d'un pays serait infiniment plus. Mais, bon, le 1867, l'Alaska acheté au tsar Alexandre II, 7 millions de dollars. Les convertisseurs disent que c'est à peu près 150 millions de dollars d'aujourd'hui. Rien du tout. Hein. Bon, ce serait beaucoup plus. Mais dans l'esprit de Trump et dans l'esprit de Musk et de ces gens-là qui ont appris ça à l'école, hein, ils se disent pourquoi pas. Truman avait proposé d'acheter le Groenland aussi, il faut quand même le rappeler, 100 millions de dollars. Oui, c'était 100 millions à l'époque. Oui, de l'époque. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a derrière tout ça, il y a quand même un peu, il faut demander un peu peut-être leur avis aux Groenlandais. Quoi. Vous savez ce qu'ils vous diront, tout s'achète. C'est comme le film Le Tatoué, c'est comme Louis de Funès dans Le Tatoué. C'est combien est-ce que vous voulez voilà. Les Groenlandais, 57 000. Allez, si on donne 100 000 euros, 100 000 dollars, où est-ce que vous mettez le prix, Guillaume? Je ne sais pas, j'essaie de trouver le prix que les États-Unis ont dépensé pour acheter les îles Vierges au début du XXe siècle. Les îles Vierges qui appartenaient au Danemark. Et à cette époque-là, les Danois étaient plus compréhensifs, ils ont accepté de le vendre. Non, je pense que c'est étonnant. Enfin, moi, je ne vois pas une opération de ce type se faire de façon aussi grossière entre guillemets. En revanche, une forme de protectorat, de zone d'influence très très concrète des États-Unis au Groenland, ça c'est tout à fait plausible. Mais c'est déjà le cas, ils ont une immense base. Alors effectivement, militairement c'est déjà le cas. Mais vous avez raison, parce que c'est eux qui défendent le Groenland. En fait, c'est eux qui défendent le Groenland. C'est ce que propose Mark Rutte qui nous fait, je pense, une petite séance d'aïkido diplomatique. C'est-à-dire vous utilisez la force de l'adversaire. Donc, au lieu de dire à Trump, non mais ça va pas la tête, il dit, mais vous avez complètement raison. Ça, si on en discute, et vous savez quoi, vous allez pouvoir étendre votre présence militaire, puisqu'on est bien d'accord, c'est pas de la ressource que vous voulez exploiter sur place, c'est bien pour des raisons de défense face aux Russes et aux Chinois. On est à vos côtés dans ce combat. Donc, allons-y, discutons d'une extension et d'une densification de votre présence militaire sur la plus grande île au monde. Donc, en fait, ils souhaitent renforcer la présence de l'OTAN, c'est ça, pour apaiser Donald Trump. Moi, ça me semble un peu fumeux, mais on peut effectivement croire que... Enfin, c'est surtout que... Moi, ce qui m'a choqué dans l'affaire du Groenland, c'est le manque de réaction du côté européen. En tout cas, une fois de plus, on n'a pas parlé d'une seule voix. Et je crois que la première ministre danoise a eu bien du mal dans sa tournée européenne à trouver des voix, justement... Il y a une séquence terrible où M. Barrot est à Sud Radio. Et on lui dit alors, est-ce que vous allez envoyer des troupes et il a cette réponse. Pourquoi pas si le Danemark le sollicite? Voilà, on sent surtout qu'il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Il dit, pourquoi pas? Parce qu'évidemment, il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire... Guillaume. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 minutes, on disait... Trump n'est pas si libéral que ça parce qu'il veut mettre des droits de douane partout. De la même façon, il n'est pas si isolationniste qu'on nous l'a dit. Parce que on s'est trompé. Pour un isolationniste, le gars, il veut récupérer le Canada, le canal de Panama, un petit bout du Mexique, le Groenland. C'est plutôt de l'expansionnisme, ça. Effectivement, sachant l'intérêt stratégique du Groenland, c'est pour ça que le pire n'est pas sûr. Moi, j'ai l'impression que le fil rouge derrière toutes ces incohérences, le fil rouge de Trump, c'est qu'il considère que ces décisions-là sont bonnes pour son pays et qu'il va pouvoir les vendre comme telles à ses électeurs. Mais s'il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, je pense que par exemple, s'il s'aperçoit que l'inflation repart trop fort avec une augmentation des droits de douane, il va dire OK, on va faire autre chose, parce que c'est aussi pour ça qu'il a gagné, parce que Biden n'avait pas suffisamment pris en compte cet élément de l'inflation dans le vote des Américains. Et si ça commence à devenir trop compliqué avec ces territoires qu'il veut racheter, enfin, je pense que l'histoire n'est pas écrite, quoi. Pour l'instant, ça a l'air délirant.
Mais cet homme-là, il a quand même été président pendant 4 ans. Il n'a pas déclenché la Troisième Guerre mondiale. Hein. Ceux qui ont déclenché des guerres, enfin, c'était pas de sa faute, mais les guerres, elles se sont déclenchées sous Biden, que ce soit à Gaza ou en Ukraine. Est-ce qu'à notre différence d'Européens, les Américains ont une vision? Moi, j'avais 20 ans en 86 à peu près. Je me rappelle très bien les Américains, parmi les radios comme Voice of America, payées par les Américains, par la CIA, etc., parlaient des Baltes, des pays baltes. Et nous, ici en Europe, on disait mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'anticommunisme primaire. Les Baltes sont dans l'Union soviétique pour l'éternité. Et c'est eux qui avaient raison. Parce que, dans leur conception très combative du monde, un jour, l'URSS tomberait. Alors que les Européens, ils aiment bien que les choses restent bien tranquilles et qu'il n'y ait pas trop de risques. Hein. Eux ont une vision du monde. Oui, qui est basée sur une notion qui est celle de l'exceptionnalisme. C'est-à-dire que la nation états-unienne n'est pas comme les autres. C'est un peu cette idée du peuple élu, du peuple choisi, et qui est là pour apporter une sorte de divine lumière ici-bas sur Terre, et donc évangéliser, éclairer de sa lumière le monde entier. Ils en sont exactement. Ils en sont quand même un peu revenus, parce que n'oubliez pas que Donald Trump, quand il commence son mandat, il dit une chose très importante, et c'est pour abonder dans le sens de Guillaume. Il dit, vous savez, on sera grand non pas parce qu'on ira faire la guerre, mais parce qu'on évitera des guerres et qu'on mettra fin aux guerres. Donc il y a toujours cette notion de voilà, c'est nous qui sommes responsables de l'état du monde, mais la manière dont ça va se manifester dans les mots de Trump, en tous les cas tel qu'il l'affirme et le prétend, c'est par une sorte de pacification. C'est cette espèce de notion de la paix par la force, quoi. C'est-à-dire que je vais encore une fois, pour reprendre l'expression de Teddy Roosevelt, me balader avec un immense gourdin dans la main, en marchant doucement et en parlant doucement, et tout le monde va comprendre le message et se calmer.